Commençons. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous sur ce webinaire. Le sujet, comment structurer vos prix pour réduire la durée du cycle de vente d'une offre SaaS. Je vais faire mon exposé pendant 20-25 minutes. Et puis, si vous avez des questions, ben, vous pourrez les poser et j'y répondrai. Donc, je suis Didier Fraisse, je suis consultant chez Route to Business, je suis également le dirigeant. Route to Business, c'est un organisme de formation et un cabinet de conseil dédié aux éditeurs de logiciels et on intervient sur leur démarche marketing, vente et service suivi client. Voilà. Donc, je vais passer en mode présentation. Je vais commencer par vous présenter l'agenda de ce webinaire et puis je vais dérouler ma présentation. Si vous avez un problème pour m'entendre ou pour voir mon écran, n'hésitez pas à le dire en utilisant la fenêtre de chat ou la fenêtre de questions-réponses. Voilà, c'est parti. Alors, en termes d'agenda, ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction sur le SaaS. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un service, hein. Donc, je dis le SaaS est un service. Le SaaS veut dire Software as a Service et le mot service est le plus important là-dedans. Et quand on dit service, c'est service métier. Donc, je vais essayer d'expliquer ça et de proposer un exemple pour illustrer ce concept de service. Pourquoi on a des cycles de vente qui sont relativement longs sur la vente de logiciels et de SaaS? Donc, on va essayer de voir les raisons principales de cette durée du cycle de vente. Et puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de la réduire, cette durée, au travers notamment du packaging de son offre, du modèle de pricing. Et puis, je vais fournir des exemples. Alors, les exemples, je ne vais pas les fournir à la fin, je vais les fournir tout au long, en fait, de ma présentation. Alors, le SaaS est un service. Le SaaS n'est pas uniquement un logiciel hébergé et maintenu par l'éditeur. C'est pas simplement une offre packagée où on met un logiciel, on l'héberge et on le met à jour, régulièrement. Voilà, c'est pas uniquement ça. C'est un service métier qui est rendu par toute la durée de vie du client. C'est vraiment la différence entre un logiciel on-premise, hein, ce qu'on appelait un logiciel on-premise, qui finalement correspond plus à des fonctionnalités, c'est-à-dire des moyens qui sont mis à disposition d'un client, alors que le SaaS, lui, est plutôt une dimension de finalité, c'est-à-dire un service rendu. Et je vais essayer d'illustrer ça au travers d'exemples juste sur le slide qui suit. Et d'ailleurs, avec les attentes liées à l'intelligence artificielle, ce service métier sera de plus en plus important dans la proposition de valeur d'une offre SaaS. Donc, donc, on va avoir et on a de plus en plus vraiment des attentes de service métier. Et puis donc, le prix de ce service doit refléter l'usage et les bénéfices apportés dans un sens de service métier. Donc, je vous propose cet exemple. Cet exemple, c'est une application d'optimisation de la masse salariale dans le secteur public territorial. C'est un exemple réel d'une société, d'un éditeur de logiciels qui propose ce service-là. Il prend un input, donc les bulletins de salaire, et il propose une simulation d'évolution de la masse salariale. C'est dans les buts de budgétiser sa masse salariale sur les années à venir parce qu'on va avoir dans le public territorial déjà une masse salariale qui est composée de choses assez particulières par rapport au privé. Et puis ensuite, il y a des indices qui vont augmenter de façon régulière et obligatoire. Et donc, on va simuler l'évolution de la masse salariale pour budgétiser cette masse salariale. Qu'est-ce que cette application permet en plus? Elle permet en plus de faire du benchmark. Et c'est grâce à ce que cet éditeur appelle son observatoire des salaires dans la fonction publique territoriale, qui sont des données connectées donc à cette application et qui permet déjà des éléments de valeur de benchmark.
Benchmark, ben, c'est quoi? C'est de dire à une mairie qui utilise ce logiciel, toi, tu es une mairie qui a 35 000 habitants, ben, sache que les mairies qui sont un peu comme toi, c'est-à-dire qui ont entre 20 et 40 000 habitants, sur ces indicateurs de masse salariale, elles se situent à ce niveau. Voilà, donc ça permet de benchmarker. Et puis, grâce aux données qui sont rapportées par l'éditeur, il propose un guide d'évolution, c'est-à-dire des conseils pour faire évoluer dans le bon sens sa masse salariale et que ça lui coûte moins cher. Voilà. Et donc, grâce à ces données, il est capable de proposer ça. Et donc, c'est là que intervient ce service dans la phase de run pour un éditeur de logiciel, ce service qui permet ben, d'amener de la valeur tout au long de la durée de vie du client. Donc, dans ce cas-là, ce service métier est numérisé, mais il peut être aussi délivré par la fonction Customer Success. Et c'est l'objectif de cette fonction Customer Success dans un contexte d'éditeur SaaS, c'est ben, d'aider le client à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés quand il a acheté cette application. Voilà. Et donc, l'objectif qui s'est fixé quand il a acheté cette application, ben, c'est de justement faire en sorte que sa masse salariale lui coûte le moins cher possible dans ce contexte-là. Donc là, il a réussi à le numériser, ce service-là, par ce guide d'évolution, mais ça peut être aussi rendu sous forme de service délivré par des personnes. Et c'est cette fonction Customer Success qui permet de faire cela. Donc voilà, il y a cette notion de service métier qui est extrêmement importante dans le contexte SaaS et qui doit avoir de l'influence sur son modèle de pricing. Et on va y venir un peu plus tard. Donc maintenant, intéressons-nous à la durée du cycle de vente. Pourquoi on a des cycles de vente qui sont longs dans un contexte éditeur de logiciel? Ben parce que un logiciel ou une offre SaaS est intangible. Qu'est-ce que ça veut dire intangible? C'est que c'est difficile pour un client de percevoir le résultat qu'il va obtenir grâce à votre application dans son contexte, et ceci avant de l'avoir acheté et de l'avoir mise en œuvre dans son environnement. Et donc, c'est ça qui implique des risques perçus par le client. Et donc, on va creuser un peu ces risques perçus et pour pouvoir essayer de voir comment le pricing peut nous aider à les atténuer. Et puis, c'est souvent innovant, un logiciel, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être innovant? C'est faire quelque chose pour sa cible que cette cible ne fait pas, c'est-à-dire proposer une façon de travailler grâce à son logiciel qui n'est pas présente dans l'entreprise actuellement. Alors, on n'est pas forcément innovant sur toute la largeur de sa proposition de valeur, mais souvent, on est innovant sur une partie. Et plus on est innovant, plus ça génère de risques parce qu'on propose des choses nouvelles. Et donc, qu'est-ce que ça implique, cette intangibilité et ce fait qu'on soit innovant? Ben déjà, ça implique qu'il peut y avoir plusieurs personnes à convaincre dans une organisation. Selon la largeur de sa proposition de valeur, on peut avoir à convaincre plusieurs personnes dans son... Et donc ça génère de la longueur, de la latence dans le cycle de vente. Aussi, souvent, il y a des changements qui sont à apporter dans les processus et les habitudes de l'entreprise qui nécessitent en fait du temps de réflexion, c'est-à-dire que l'entreprise et le client va se poser la question, est-ce qu'on est capable de produire ce changement? Tous les changements sont assez durs à faire en fait. Et donc, il y a toujours cette question, est-ce que je vais réussir à changer pour percevoir la valeur de ce logiciel? Et donc, et ensuite, en fait, il y a des risques perçus sur la valeur produite dans son contexte. C'est-à-dire que on peut, par rapport à un logiciel, je vais vous faire économiser 10% de ceci ou de cela, mais la question que va se poser notre prospect, c'est est-ce que ça va fonctionner dans mon contexte? Parce que moi, je suis particulier. Et donc, voilà, telle et telle raison. Voilà. Donc, finalement, ce sont tous des risques perçus.
On va voir un peu dans la suite de ma présentation que l'on va adresser les plusieurs personnes à convaincre et les changements à apporter plutôt dans le packaging de notre offre et on va adresser les risques perçus sur la valeur produite dans son contexte par le modèle de pricing. Donc, on y va sur le packaging. Donc, l'objectif du packaging d'une offre SaaS, c'est d'adapter son offre déjà aux différents segments de sa cible, avoir une offre plus personnalisée de façon à ce que la cible se reconnaisse mieux dans votre offre. Donc, ça, c'est un des objectifs du packaging, c'est d'adapter aux différents segments de sa cible. Plus on va avoir une offre qui est personnalisée face à un segment de la cible, plus ça va leur parler. Et puis le deuxième objectif du packaging, c'est de faciliter la décision d'achat en proposant un premier périmètre fonctionnel qui va nécessiter un changement moindre et impliquer moins de décideurs, tout en amenant une valeur, tout en amenant de la valeur et si possible importante. Donc je vais vous proposer juste après un exemple dans cet objectif-là pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on peut faire en termes de packaging. Également, on peut avoir une stratégie de commercialisation qui est liée donc au packaging qui est freemium. Hein. Le freemium, c'est un set de fonctionnalités gratuits sans limitation de durée. Et l'idée, c'est de dire, je vais faire essayer mon application, je vais donner envie d'aller plus loin et d'aller acheter un package qui, lui, est payant et qui propose plus de choses. Voilà, donc il y a beaucoup aujourd'hui d'applications qui sont avec une proposition de valeur assez précise, mais qui ont un côté mature, qui proposent cette stratégie de commercialisation freemium voilà, donc ça peut être efficace pour justement diminuer la durée du cycle de vente. Ou dans une autre perspective, la période d'essai gratuite. La période d'essai gratuite, là, c'est une période d'essai que l'on va proposer gratuitement de façon à convaincre. Voilà. Et donc ça concerne ces deux stratégies de commercialisation, freemium et période d'essai gratuite. Ça concerne les marchés matures. Pourquoi? Ben parce que quand un client ne paye pas, il va consacrer assez peu de temps à comprendre la valeur que ce truc va lui apporter. Et donc il faut qu'il soit mature pour arriver à comprendre la valeur que ça va lui apporter au travers du freemium ou de la période d'essai gratuite. Donc c'est valable ça uniquement pour les marchés matures. Et sinon, on peut avoir l'offre proof of concept. Pour les offres qui sont plus innovantes et à proposition de valeur large, le proof of concept, c'est un essai, en fait, c'est un déploiement restreint d'une application de façon à prouver la valeur que l'on amène. Voilà. Donc, un proof of concept, on ne fait pas payer le logiciel, mais on fait payer le service parce qu'il y a un accompagnement qui est important, qui doit être délivré dans le proof of concept, mais on ne fait pas payer la licence. Et on peut sortir et on peut s'arrêter à la fin du proof of concept. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus là-dessus. Mais ce sont des stratégies de commercialisation qui vont aider à réduire le cycle de vente en allant en faisant des steps. Sinon, un exemple de packaging qui, lui, n'est pas, il n'y a pas de freemium, il n'y a pas de période d'essai, il n'y a pas de proof of concept, mais il y a cette volonté de dire, je vais proposer un premier package qui va impliquer un changement moindre à l'entreprise par rapport à mon autre package qui suit. Donc là, on est sur une offre de comité d'entreprise partagé qui concerne les entreprises de moins de 50 personnes qui n'ont pas l'obligation d'avoir un comité d'entreprise, mais qui peuvent proposer des avantages à leurs salariés. Et donc la première offre qu'ils ont appelée Vitaminé, ben, ça concerne uniquement des offres pour les salariés pour leur permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, une billetterie à tarif CE, des bons d'achat remisés, des bons plats irrésistibles, des chèques cadeaux, etc. Donc, ça,
le changement est facile parce qu'il y a une valeur qui est perçue par les employés qui est assez importante. Ça va leur permettre d'avoir des choses pour leurs loisirs, mais aussi pour leurs achats intéressantes et des remises. Et la deuxième offre qui englobe, alors, j'ai une question-réponse. Je répondrai à la fin. Merci Nadège de la question, mais j'y répondrai à la fin, hein. Hop, pardon. Alors, je vais essayer de. Désolé pour cette interruption. Voilà, donc la deuxième offre, où il propose un réseau social d'entreprise et puis une plateforme pour réduire les frais de fonctionnement, donc il s'intéresse au processus de fonctionnement d'une entreprise, beaucoup plus de changements qui sont nécessaires pour pouvoir prendre en compte ce truc-là, enfin, utiliser et percevoir de la valeur sur ce truc-là, que ce soit sur le réseau social d'entreprise, où là, l'idée, c'est de faire discuter les gens entre eux, hein, enfin, de faire échanger les gens entre eux, ou cette plateforme qui permet de matérialiser certains process de fonctionnement des entreprises, ça nécessite beaucoup plus de changements. Et donc, là, c'est sur une deuxième offre. Donc, l'idée, en fait, c'est d'abord de vendre ça à la cible et ensuite, éventuellement, de leur proposer la version énergique pour élargir et pour aller un peu plus loin sur la proposition de valeur, mais dans un second temps. Voilà. Et donc, il y a une vraie différence en termes de nécessité de changement entre les deux offres, où là, finalement, il y a assez peu de changements à produire pour pouvoir percevoir la valeur de ce truc-là, alors que là, il y a beaucoup plus de changements à produire. Voilà pour cet exemple de packaging. Donc, dans votre réflexion packaging, on doit avoir en mémoire ce fait de nombre de personnes à décider. Si on arrive à le réduire, eh ben, c'est mieux. Et puis, de changements à produire dans l'entreprise pour pouvoir percevoir la valeur du truc. Et plus on va le réduire, ce changement, ben, plus on va réduire notre durée de cycle de vente. Et voilà. Et donc, mettre en première offre l'offre qui nécessite le moins de décideurs et qui implique le moins de décideurs et qui nécessite le moins de changements. Voilà, maintenant, on va s'intéresser à la valeur perçue, en fait, hein, parce qu'il peut y avoir donc un problème de valeur perçue. Et donc là, ça se joue plutôt sur le modèle de pricing, parce que le prix dans une offre SaaS doit être un élément de matérialisation de la valeur. Donc, le modèle de pricing, déjà, ça se définit par les critères utilisés pour établir le prix pour un client, hein. Contrairement à une offre, à un logiciel on-premise, le SaaS offre de nombreuses possibilités sur le modèle de pricing. On peut être sous forme d'abonnement, faire payer tant par mois ou par an, ou à l'usage, en fonction de la consommation. Et donc, ces critères de prix qu'on va utiliser pour arriver au prix, doivent amener un prix client proportionnel aux bénéfices créés, hein, c'est-à-dire au retour sur investissement. Et donc, en comparaison avec le modèle on-premise, où là, on était plutôt sur le nombre d'utilisateurs, voire le nombre d'utilisateurs simultanés ou le nombre d'utilisateurs nommés. Le modèle de pricing SaaS offre un partage plus équitable des risques. Normalement, si on est vraiment centré sur l'usage, que ce soit sous forme d'abonnement ou carrément par rapport à la consommation, le partage des risques est plus équitable, c'est-à-dire il est moins côté client et plus côté éditeur. Côté éditeur, parce que l'éditeur va gagner plus d'argent à partir du moment où son client est satisfait et consomme plus. Et puis, dernière remarque par rapport à ce modèle de pricing, il est possible de facturer différemment un même logiciel à divers clients tant que les usages et la valeur générée pour chacun varient. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Et même si on a plusieurs segments de clients, si on adresse, on peut avoir des critères de prix qui sont différents d'un segment à l'autre pour arriver au prix. Quelques remarques par rapport à ce modèle de pricing. On peut avoir un modèle de pricing qui combine plusieurs critères et je vais vous donner un ou deux exemples ensuite
qui va illustrer ça. En SaaS, dans le contexte d'une offre SaaS, le nombre d'utilisateurs est un modèle de pricing pertinent pour les applications dont la collaboration fait partie de la valeur principale. Hein, donc, je sais pas, les trucs comme Slack, par exemple, c'est normal, c'est logique qu'on soit sur le nombre d'utilisateurs parce que c'est la communication qui est la valeur principale, la communication entre les personnes. Pour des applications qui sont plus métiers, il y a probablement des critères les plus adaptés et qui sont plus centrés sur l'usage et la valeur créée. Ce modèle de pricing ne doit pas être trop intrusif pour le client et lui donner de la visibilité sur ce que ça va lui coûter. Et pour ça, selon les critères de prix qu'on utilise, on peut aussi utiliser des tranches de prix. Hein, voilà. De temps à temps d'utilisation, le prix c'est temps et de temps à temps c'est temps. On doit prendre en compte le temps nécessaire pour percevoir la valeur, pour définir la fréquence d'abonnement. Oui, la fréquence d'abonnement aussi peut être importante. Mais percevoir la valeur peut nécessiter un certain temps, hein, selon la proposition de valeur que l'on a. Et donc, la fréquence d'abonnement doit être proposée en fonction de ce temps nécessaire pour percevoir réellement la valeur dans un contexte client. Voilà. Donc, on va proposer des abonnements d'un mois quand on a une proposition de valeur étroite et que la valeur va être perçue très rapidement, après, on va proposer des abonnements plutôt sur une année ou un trimestre, quand on est sur des choses un peu plus complexes et qui nécessitent plus de temps pour percevoir la valeur. Je ne sais pas, l'exemple que je peux donner, c'est un outil de marketing automation dont l'objectif est de générer plus de leads et des leads de meilleure qualité. Ben, il faut que ça soit associé à une démarche d'inbound marketing qui peut prendre un certain temps pour être mise en œuvre et apporter du résultat. Et donc, la durée d'abonnement sur ces types d'outils-là va être plutôt d'un an que d'un mois. La prestation d'onboarding constitue un élément de valeur qui est important, hein, et donc elle est payante et se facture une autre fois. La prestation d'onboarding, c'est toujours très important comme un moment parce qu'on va apporter beaucoup de conseils à notre client sur les bonnes pratiques à utiliser, parce qu'on est, nous, des experts du sujet que l'on porte. Et donc, on va mettre beaucoup de conseils dans cette prestation de boarding. Donc, c'est un élément de valeur qui est très important. Et donc, pour valoriser cette importance, elle doit se faire payer et se facturer en une fois au départ. Quelques exemples de modèles de pricing sur des marchés plutôt matures. Euh, sur des marchés matures d'abord, donc une métrique d'usage utilisée pour le modèle de pricing en fonction du positionnement en plus de la profondeur fonctionnelle. Alors, profondeur fonctionnelle, oui, on peut avoir effectivement plusieurs offres en fonction de la profondeur fonctionnelle. Maintenant, moi, je conseille plutôt d'essayer de limiter au maximum les options, etc., etc., et plutôt se centrer sur de la métrique d'usage. Donc, marketing automation, ben, c'est le nombre de contacts hein, qu'il y a dans la base. Pourquoi? Ben, parce que le nombre de leads que l'on va être capable de générer dépend du nombre de contacts. Le CRM, c'est le nombre de commerciaux. PIM, Product Information Management, hein, ce sont des bases de données produits. C'est le nombre de produits qui est dans la base. SIRH, donc le système d'information pour les ressources humaines, c'est le nombre d'employés de l'entreprise. Hein. Peu importe si on leur donne accès à l'application ou pas, hein. Mais c'est en fonction du nombre d'employés qu'on doit pricer. Et puis, certains modules qui sont assez spécifiques sur d'autres critères. TMS chargeur, hein, donc Transport Management System pour les gens qui font des expéditions, hein, c'est pour ça chargeur, c'est au nombre d'expéditions. WMS, Warehouse Management System, donc c'est la gestion et le management des entrepôts, donc c'est sur les tailles d'entrepôts. Et ERP, ça va être spécifique à chaque module. Des exemples un peu plus innovants et sur des applications plus spécifiques métiers. Premier exemple, donc, alors pour vous expliquer, c'est un portail de gestion de la relation fournisseur pour l'industrie de la mode et du prêt-à-porter. L'idée, c'est de mettre à disposition de ses clients un portail qui est un portail web et dont la marque va avoir accès et les sous-traitants hein, qui vont fabriquer les vêtements vont avoir accès. L'idée de ça, les valeurs métiers, c'est d'abord un gain sur le time de market, c'est passer les précommandes avant d'avoir les quantités définitives. Donc la marque, quand une marque, prenons l'exemple de Zara, elle va faire 2 collections par an.
une fois qu'elle a designé ses collections, bah, il faut que le passe commande à ses fabricants, qui sont des sous-traitants, pour produire bah, les vêtements en fonction pour produire les vêtements. Et donc, ce portail fournisseur à l'historique des années précédentes sur les commandes passées. Pourquoi? Ben, parce que les commandes vont dépendre, les commandes qu'on va passer, les quantités que l'on va passer vont dépendre en fait des commandes qu'ils ont de leur point de vente, entre autres. Et donc, avec cet historique, sur un t-shirt, l'outil va permettre d'évaluer dans un premier temps les quantités à produire en termes de taille et de coloris. Et donc, on va pouvoir passer une précommande au fournisseur qui a été identifié pour produire ce t-shirt, et en fonction de ces quantités qui sont estimées. Et au fur et à mesure que les commandes des points de vente vont rentrer, cette quantité va s'ajuster. Et donc, ça permet de passer des précommandes à ces fournisseurs et donc qu'ils commencent la production avant d'avoir des quantités définitives. Voilà, donc ça, c'est un premier élément de valeur. Et un deuxième élément de valeur, c'est la réduction des coûts au niveau logistique avec la génération des étiquettes colis conformes aux commandes des points de vente. Comme ce portail connaît l'ensemble des commandes de points de vente, il va guider celui qui a produit ce t-shirt pour faire ses cartons quand il va devoir expédier. Et il va faire en sorte que les cartons correspondent aux commandes des points de vente. De façon à ce que quand ça arrive dans le centre logistique de la marque de Zara, on n'est plus à ouvrir les cartons et à en refaire d'autres, mais à simplement passer un carton d'une palette à une autre pour expédier. Et donc, voilà, on va gagner beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est les deux éléments de valeur métier qui sont importantes par rapport à cette application et par rapport à la façon dont ils avaient de communiquer avant avec leurs fabricants, hein, qui était le mail ou le téléphone. Et donc, dans leur modèle de pricing, ben, ils ont fait un abonnement fixe en fonction du nombre de fournisseurs par tranche, en fonction du nombre de fournisseurs à intégrer sur cette plateforme. Il y a un abonnement fixe et une valeur d'usage en plus qui est un pack d'étiquettes colis, hein. Voilà, donc il y avait il y a des packs d'étiquettes colis, un pack de 50 000 et un pack de 100 000 qui sont consommés par les fabricants une fois qu'ils font les grosses expéditions, et quand il n'y en a plus, la marque doit racheter un autre pack. Voilà. Donc là, ce qu'on a voulu faire au travers de ce modèle de pricing, c'est justement aider à percevoir ces valeurs qui sont des valeurs innovantes pour ce milieu-là, qui sont des valeurs innovantes pour ce milieu-là. Et donc, c'est les aider à percevoir avec ce modèle de pricing-là. Un autre exemple un peu plus simple, qui est une application de mesure de la consommation d'énergie destinée aux entreprises industrielles. Donc, cette application mesure la quantité d'énergie consommée en se pluguant sur les compteurs d'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz et autres énergies, et la compare à la production, hein, parce qu'ils sont connectés aussi au logiciel MES qui sont embarqués dans les lignes de production. Et donc, il la compare à la production et génère des alertes. Donc, le bénéfice principal, c'est de faire des économies d'énergie, en fait, par ces alertes. Et le modèle de tarification, ben, c'est en fonction de la quantité d'énergie tracée. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la quantité d'énergie qu'on trace, que ce soit de l'énergie consommée, que ce soit de l'énergie au compteur ou que ce soit de l'énergie consommée, ça va être proportionnel à l'économie d'énergie qui va être faite. Donc, cette application, en fait, ne fait pas concrètement des économies d'énergie, mais génère des alertes pour permettre à l'entreprise de faire des économies d'énergie, parce que derrière, il y a des alertes qui impliquent des actions de la part des opérateurs. Mais il n'empêche que le bénéfice principal, c'est de faire des économies d'énergie. Et donc, le critère qu'ils ont trouvé et qui va être proportionnel à ce retour sur investissement sur les économies d'énergie, eh ben, c'est la quantité d'énergie tracée. Et d'ailleurs, il n'y a aucune option qui est proposée dans cette application. Tout est compris dans le premier set. Et donc, voilà quoi, c'est la quantité d'énergie tracée qui est prise en compte. Voilà pour cet exemple. Je termine
sur la grille de prix, hein, une fois qu'on a réfléchi au modèle de tarification, hein, c'est-à-dire aux critères de prix, on peut établir notre grille de prix en prenant en compte les bénéfices apportés par le produit tout en s'assurant de sa cohérence par rapport à la concurrence et à son business plan. Hein. On va s'assurer de la cohérence par rapport à la concurrence et à son business plan. Qu'on ne soit pas déconnant par rapport à la concurrence, c'est-à-dire qu'on ne soit pas 5 fois moins cher ou 3 fois plus cher, et que notre business plan nous permet d'être rentable en fonction des objectifs de conquête client que l'on a. Et puis, une fois qu'on a établi ça, on va se confronter à un échantillon dans notre cible pour valider notre modèle de pricing et notre grille de prix. Et enfin, je termine par la communication sur le prix. On ne peut pas communiquer le prix au niveau marketing, c'est-à-dire sur le site Internet, que si on a capacité à faire comprendre la valeur de son offre par des actions marketing. Donc ça concerne, on peut communiquer le prix sur le site Internet quand on est sur des marchés matures ou avec des propositions de valeur simples. Mais quand on est innovant et sur des propositions de valeur un peu plus larges, c'est difficile enfin, euh, on ne peut pas communiquer le prix sur le site Internet. Pourquoi? Parce que la cible ne va pas comprendre la valeur parce qu'il voit avant de voir le prix. Sachant que quand on a ces pages tarifs sur notre site Internet, les gens vont très rapidement venir sur ces pages-là. Sinon, le prix doit être donné au niveau commercial, une fois qu'on a fait comprendre la valeur à notre client. Euh, et ceci n'empêche pas de présenter son modèle de pricing, c'est-à-dire parler des critères de prix que l'on utilise sur le site Internet pour justement éveiller la curiosité et montrer qu'on est centré sur la valeur et l'usage et que on prend des risques et on est sûr de la qualité de ce que l'on va délivrer. Voilà, j'en ai terminé, hein. J'étais un peu plus long que ce que j'avais prévu. Je suis désolé. Je suis prêt à prendre vos questions. Je vous laisse y réfléchir. Et en attendant, je fais un peu de pub. Donc, Route2Business, qui est un organisme de formation et un cabinet conseil, propose deux choses pour aller un peu plus loin sur ce sujet du pricing. La première, c'est notre formation stratégie marketing pour éditeurs de logiciels, qui couvre donc en détail la stratégie de commercialisation d'une offre SaaS en 3 jours et qui a l'avantage d'être prise en charge à 100% par l'OPCO Atlas. C'est l'OPCO qui en face les éditeurs de logiciels dans le cadre des actions collectives. Elle peut se délivrer en mode inter ou intra si vous avez plusieurs personnes qui veulent suivre cette formation. Et c'est surtout pris en charge à 100% par l'OPCO. Donc ça ne coûte rien aux entreprises. Et puis, donc, on peut vous accompagner aussi sous forme de conseils. On propose des offres de coaching pour vous accompagner dans votre réflexion packaging et pricing de façon très personnalisée euh, et dans votre contexte. Voilà. Je vais maintenant répondre à vos questions. J'en ai une. Bonsoir, quelles approches pricing pour les fonctionnalités IA ou intégrer à un outil existant? Comment valoriser ces fonctionnalités sans complexifier l'offre déjà en place, tout en valorisant la valeur de cette fonctionnalité? Alors, sur ce sujet, il y a plusieurs réflexions possibles. Après, c'est difficile de répondre de façon générale sans savoir quelle valeur vous amenez avec l'IA intégrée à votre outil existant. Mais globalement, ce que moi je pense là-dessus, c'est que sur une application de métier, on ne doit pas payer l'IA pour de l'IA. C'est-à-dire que l'IA va nous aider à, je sais pas, à faire, comme j'expliquais tout à l'heure au travers de mes exemples, par exemple du benchmarking, des choses comme ça, guider les clients dans leur process métier, hein, tout simplement. Donc, est-ce que ça doit se faire payer aujourd'hui? Je pense pas. Hein, très honnêtement, je pense pas. Donc, comment valoriser ces fonctionnalités sans complexifier l'offre déjà en place? Ben, il faut amener les éléments de valeur, proposer et exposer les éléments de valeur qui sont apportés par l'IA. Euh, Après, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question sans avoir une, une vision de ce que vous faites. Hein.
Alors, toutes les IA, donc pour vous, toutes les IA, même qui apportent des gains de productivité, doivent être offertes. Toutes les IA, je ne parle pas des outils qui sont des outils d'IA, type les LLM, les choses comme ça, qui sont purement des outils d'IA. Ça, bien sûr, on doit le faire payer. Mais quand on ajoute de l'IA dans une application métier, moi, personnellement, je me dis que c'est un élément de différenciateur par rapport à la concurrence, qui doit vous différencier de la concurrence et qui va apporter donc des gains de productivité, comme vous le dites, et ça doit être inclus dans l'offre, ça doit être pas pricé à part. C'est-à-dire que vous pensez, vous dites, je vais essayer de vous donner un exemple. Vous vous dites, l'IA va amener des gains de productivité à mes clients. Donc, il serait idiot de ne pas utiliser l'IA. Donc, ça doit être dans mon package. Alors, on peut augmenter ses prix par rapport à l'IA, mais faire payer l'IA à part, ça me semble un peu, ça me semble pas tout à fait normal, quoi, et pas très intéressant. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça, hein. Euh, j'ai un client éditeur de logiciels qui propose un logiciel pour aider les clients à répondre aux appels d'offres publics, notamment. Et donc, euh, qu'est-ce que ça va aider? Ça va aider à produire la réponse grâce à tout un tas de choses et d'historiques enregistrés par rapport à l'entreprise, mais par rapport au marché aussi. Elle va lire les documents du marché et elle va aider à produire la réponse et la meilleure réponse qui soit. Mais ça me semble normal aujourd'hui d'avoir ça. Et si on ne l'avait pas, c'est là que ça ne serait pas normal. Donc, proposer un prix supplémentaire pour cette fonctionnalité amenée par l'IA, ça ne me semble pas justifié. Peut-être que ma réponse vous surprend, hein, mais il faudrait discuter des valeurs que vous amenez grâce à l'IA pour que j'arrive à argumenter un peu mieux sur mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Bonjour Joël. Je ne sais pas si vous arrivez à la fin, hein, mais vont être envoyés le support de présentation que j'ai utilisé, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire à tous les inscrits. Vous avez tapé un peu vite, quelle est la durée MO? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Joël. Si vous pouvez préciser la durée optimale pour un contrat SaaS. La durée optimale, déjà, un contrat SaaS euh, n'engage pas les clients dans le temps, en fait, normalement. Un contrat SaaS n'engage pas les clients dans le temps. On peut proposer une durée d'abonnement qui va être d'un mois, d'un trimestre, d'un an, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction du temps nécessaire pour percevoir la valeur, euh, du percevoir la valeur de truc. Mais généralement, un contrat SaaS, si on fait un an, on va proposer dans ce contrat ce qu'on appelle une tacite reconduction, avec une période pour dénoncer le contrat, hein, une période avant la date anniversaire pour pouvoir dénoncer le contrat. Et voilà quoi. Et donc, on va parler renouvellement avant cette période au client, avant cette période pour dénoncer le contrat. Voilà. Mais la durée optimale pour un contrat SaaS, la majorité des acteurs SaaS proposent des contrats d'un an. Euh, et après, on peut avoir des contrats mensuels ou des contrats trimestriels. J'espère que ça répond, Joël. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt pour notre webinaire.